Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Hélène qui vous souhaite la bienvenue à votre téléjournal, ce soir en manchette. Ah ben non, c'est vrai, je me suis pas recyclée en lectrice de nouvelles. Hein? Okay, je me demandais, là, je suis comme, mon Dieu, on est donc bien rendu sérieux ici, là. Mais je pense que ça vaut tout de même la peine de vous présenter mon co-animateur que vous venez d'entendre, Will. Comment ça va? Ça va bien, pis toi? Ça va bien comme un lundi, parce que On enregistre un lundi. Ben oui, Hein, oui on là. est fous de même, nous. Mais écoute, on est quand même de bonne humeur pour un lundi, c'est pas si pire. Ouais, c'est un lundi qui a bien commencé. Le soleil, puis là. C'est ça, on voit les vacances arriver, là, bientôt. Tranquillement. Évidemment aussi, on voit la fin de cette première saison arriver Oui, bientôt. qui va se terminer au 20e épisode avec une petite pause par la suite estivale, mais on revient après. Oh, et rassurez-vous, là, c'est pas la mort de petites obsessions. On a encore beaucoup de choses à élucider dans notre Ah ouais, tête. on a bien des questions. Donc, pour ce 19e épisode, donc cet avant-dernier épisode de la première saison, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ben moi, en fait, aujourd'hui, je vais parler de pourquoi est-ce que la France a décidé de construire une copie de la ville de Paris pendant la Première Guerre mondiale. OK. Puis petit indice, c'était pas une façon de contrer une crise immobilière. Ah, bon, intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus. Puis moi, ben, comme tu m'as parlé de ce sujet-là, je me suis demandé de quoi je pourrais parler pour avoir un lien, hein, tu sais, parce que... On essaie de faire des connexions partout. Ben, c'est un peu le but de notre processus créatif et du podcast. Puis, je sais pas toi, mais j'avais envie d'en apprendre plus sur les villes fantômes, Ben justement. oui, pourquoi pas. Parce que toi, tu parles d'une ville qu'on a créée de toutes pièces. En tout cas, ben, En théorie. En théorie, c'est ça. Mais moi, qu'est-ce qui se passe avec ces villes fantômes-là? Bref, je vous en dis pas Pourquoi on plus. l'utilise pas, tu sais? C'est ça, exactement. Fait que, on lance-tu le générique, là? On arrête de blablater? Oui, c'est assez long. C'est bon, c'est parti. Will. Hélène. Pour cet épisode, fidèle à mon habitude, je me suis perdue dans les confins de l'univers intergalacnette et non boy. intergalactique. Internet. Ouais, non, mais j'ai compris, là, mais t'es allé si loin que ça? Oui, vraiment. Ok. Mais je peux aller dans le deep web, par contre. Tu m'as pas dit que t'allais sur Narcity? Oui, entre autres. Très loin. Très, très loin. Puis, ben, justement, t'en as glissé un mot. Il y a un article de Narcity sur les villes fantômes qui m'est apparu comme ça sur mon écran. Et j'ai beau être plutôt peureuse dans une maison hantée, c'est vrai que je me demande souvent comment on devient une ville fantôme. Ben, pas on, genre les humains, là, mais on, les villes. Hein? On n'inclut pas la personne qui parle. Je ne suis pas une ville, à ma On connaissance. n'inclut pas le bâtisse Condé. Bref, c'est quoi qui fait qu'une ville rend l'âme et revient nous hanter, mis à part que sa populace l'a désertée? Et surtout, pourquoi elles n'ont pas été repeuplées au fil des ans? Hein? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elles se sont éteintes? Puis qu'on a dit, non, tente pas de retourner là. C'est ça. Fait que je vais te parler de l'histoire de quelques-uns de ces endroits mythiques et, ma foi, mystérieux. Et comme hier, c'est-à-dire quand l'épisode sera diffusé et non enregistré. Wow, j'ai mal à la tête. Donc, comme hier, vendredi, c'était la Saint-Jean-Baptiste, hein, la fête nationale du Québec, ben je me suis dit que je ferais un spécial Québec, entre autres. Fait Fait qu'après des villes tout- fantômes québécois. Ouais, exactement, parce qu'il y en a des endroits désertés dans notre chère province. On Fait- pourra alors tous dire « je me souviens ». Ça va tout être des villes fantômes qu'on peut retrouver dans le panier bleu. Oui, Ok, cool. le panier bleu qui s'en va vers sa plateforme transactionnelle, là, j'ai entendu ça à la radio ce matin. Oui, si seulement il y avait eu cette idée-là à la base, hein? Mais bon. Ben, je pense que jamais c'est mieux ça trop l'idée tard. de base, mais crime, on va voir que ça prend du temps des fois à construire certaines choses, entre autres dans les villes. Ah, ok, fait parfait. que ça m'étonne Hey, pas c'est que un le bon panier bleu... segway, ça. Ouais, c'est ça. Évidemment, faut bien mettre la table, hein, et pas la charrue avant les bœufs, ce serait pas poli. Donc, parlons de villes fantômes en général. Contrairement à des vrais fantômes, on peut voir et toucher ces villes, mais on peut pas passer à travers leurs ruines, malheureusement. En tout cas, moi, j'ai pas ce super pouvoir-là. Passer à travers le mur, dans le fond. Ouais, exactement. Ben, tu sais, tu peux passer à travers un fantôme, techniquement, mais tu peux pas passer à travers une ville fantôme. Non, effectivement. Souvent, il y a encore une certaine structure, des ruines, Ouais. des vestiges, tout ça. Non, j'étais Mais- comme pris avec une blague dans la série Community où comme il y a un running gag où ce qu'ils disent le feu peut pas passer à travers une porte, c'est pas un fantôme. Puis plus tard, ils disent l'inverse comme un fantôme peut pas passer à travers une porte, c'est pas du feu. Fait qu'en tout cas, c'est Eh ça. ben, ok. C'était plus drôle dans la série. Ouais, je me dis ça. Bref, on entend par ville ou village fantôme des lieux qui existent encore aujourd'hui, ou du moins
leurs vestiges et qui, à une certaine époque, étaient habités. Éventuellement, ils ont été désertés pour des raisons externes, que ce soit déclin de la principale activité économique locale, catastrophes naturelles ou humaines, guerres, etc. Parce que si la ville n'a jamais été habitée, elle peut pas devenir une ville fantôme. C'est juste une ville modèle. C'est juste une maquette présente à l'Oratoire Saint-Joseph. C'est juste les maisons, là, tu sais, comme sur le bord de l'autoroute, les maisons qui mettent, Ah, c'est là... ça, là, les maisons en bloc, là, ouais, c'est ça. des mots, là, exactement. C'est le salon de l'habitation. Ah, parfait. C'est ça. L'exemple le plus connu, c'est certainement Pripyat, en Ukraine, qui a été abandonné du jour au lendemain à cause de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui est en fait la centrale de la ville. C'est ça, fait que ça tente pas trop d'habiter, là. C'est ça, exactement. On peut également penser aux villes du Far West américain, construites à l'époque de la ruée vers l'or et qui nous font replonger directement dans les années 1880 en un instant. Elles sont évidemment plus habitées, mais tu sais, il y a encore les vestiges des saloons pis tout ça, là, c'est pas juste dans Lucky Luke, là. Puis maintenant qu'ils sont plus habités, tu sais, les petites boules de foin qui roulaient dans le Ouais. temps dans les Far West, mais ils roulent encore plus parce que là, il y a personne pour les nettoyer. Je te dis, c'est le désert, mais C'est le pas désert facile. rare, là. Ou peut-être que nos auditeurs ont déjà entendu parler de Kolmanskop en Namibie. C'est une ville que Scooby-Doo a visitée? Ben, je sais pas. Peut-être. Faudrait y demander. Il s'agissait d'une ville très active au niveau de l'exploitation de diamants au début du 20e siècle. La Première Guerre mondiale en a toutefois eu raison, tellement qu'elle est devenue déserte au sens propre comme figuré. En fait, ce sont plus des humains qui habitent les maisons de la ville, mais des dunes de sable. Genre, le sable a complètement repris ses droits. Ça l'a juste enseveli les maisons dans Ben, le fond. pas nécessairement enseveli, mais genre, t'as une dune de sable en plein milieu de ce qui était jadis un salon. Ah, ben, Fait juste que ça, fait que c'est tu comme peux dedans. encore rentrer dans les maisons et tout, mais parce qu'il y a plus de fenêtres ou genre les fenêtres ont été cassées, le sable avec le vent, il a été transporté jusque dedans les maisons, puis aujourd'hui c'est un site touristique là. Ok, Tu fait que peux c'est comme visiter. au lieu d'avoir des beanbags dans ta maison, t'as juste ta dune de sable sur laquelle tu peux te coucher, puis là, Écoute. ton livre. Écoute, tu peux faire du sandboard comme tu veux. Là. Ah oui, C'est hey, vraiment imagine cool. pouvoir faire ton petit château à plein milieu de ton salon, c'est parfait. là. Ouais. Puis parfois, on tombe même sur ce genre d'endroit par accident. Ça m'est arrivé, va savoir comment, mais lors d'un mini road trip en Lituanie avec un ami, on s'est arrêté à Visaginas, une ville qui abritait autrefois l'une des plus puissantes centrales nucléaires de l'ex-URSS. Et la ville est encore habitée par quelques milliers d'habitants, mais si je m'abuse, elle a perdu pas loin de 50% de sa population après l'arrêt du nucléaire, et aujourd'hui, l'ambiance y est plutôt morose, d'où pourquoi certains la considèrent comme une ville fantôme, là, littéralement. Là, t'as l'impression qu'il y a de quoi qui flotte dans l'air, les gens sont pas particulièrement heureux. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est la Lituanie. Oui, c'est exactement ça que j'allais dire. mais non, mais c'est ça, tu sais, il y a comme une espèce de lourdeur dans l'air, vraiment. T'as l'impression que ce monde-là, ils sont en deuil perpétuel, tu sais. Mais en fait, c'est comme à moitié mort. Ouais. Fait que c'est comme du deuil. C'est une ville zombie. C'est ça le mot. C'est exactement ça, j'aime ça. Bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup plus de villes et villages fantômes dans le monde qu'on pourrait le croire, même si on croit pas aux fantômes. Et même au Québec, est-ce que t'en connais quelques-unes, Will? Ben, je connais pas de nom, mais j'aurais tendance à croire qu'il doit y avoir des villes minières, quelque chose qui ont été abandonnées avec le temps, mais j'ai pas de nom de ville qui me viennent en tête. Il y en a certaines, je parle pas de villes minières aujourd'hui, je voulais garder mon top 5 en fait. Les meilleures villes fantômes du Québec. Ouais, top exactement. 5. Exactement, mais parce que c'est des histoires des fois qui s'inventent pas, littéralement. Fait que bref, je te fais un petit topo. Donc commençons avec Val-Jalbert. C'est situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le village... Fantôme, ça? Ouais, c'est le village fantôme le plus connu de la province, probablement à cause de la chanson Rue principale des colocs. Les premiers colons s'y sont installés en 1855, mais on dit que la fondation officielle a eu lieu en 1901. Qu'est-ce que tu veux? Ça prend du temps à construire une paroisse, un champ et un marché tradition, hein? Spécial shout-out à notre marché tradition. Oh, lui, ça n'a pas été long à construire, d'après moi. Non, mais il doit dater du 19e siècle. Il y avait aussi et surtout un moulin à pulpe, l'attraction principale de la ville. Et quand je dis moulin à pulpe, c'est pas que ça enlève ou met de la pulpe dans ton jus d'orange, là. Le SAG, en fait, c'est connu pour ses bleuets, pas ses agrumes, hein, on se rappelle. Donc, je parle évidemment de pulpe de bois ou de pâte à papier, si tu préfères. Ce qui s'est passé à Val-Jalbert, c'est que l'un des fondateurs du village et de la pulperie, Damas Jalbert, c'est bien un nom du 19e siècle, ça. Ben, au moins, c'était son Val à lui. Oui, c'est ça. Ben, il est mort subitement
subitement en 1904 à l'âge de 62 ans. C'est quand même jeune, même pour l'époque, j'imagine. Puis jusqu'ici, bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, décédé. Oui. Mais dès le lendemain, des investisseurs américains se sont mêlés de l'histoire et ils ont acquis la pulperie pour l'étendre au marché états-unien, hein, capitalisme quand tu nous tiens. Et certaines rumeurs circulaient à leur sujet, comme le fait qu'ils avaient des problèmes financiers, ce qui est pas très rassurant, je te dirais, si tu rachètes la principale attraction de la ville. Fait que c'est des Américains qui Ouais. sont partis des États-Unis pour aller au Saguenay acheter une pulperie. C'est sûr que leur logique d'affaires est pas fort, là. Écoute, je sais pas s'ils habitaient déjà là, puis qu'ils se sont dit comme « Hey, on va ramener ça à la maison pour nourrir les flots. » On va mettre la pulperie sur un chariot qu'on va ramener chez nous. C'est ça. Je te passe les détails parce que on s'en sortira pas sinon, mais grosso modo, jusqu'en 1942, donc presque 40 ans après la mort de notre cher Damas Jalbert, il n'y a pas vraiment eu de stabilité économique à Val-Jalbert. En fait, les entreprises étaient garochées de propriétaire en propriétaire tellement qu'on aurait dit une partie de ping-pong. Puis le 19 novembre 1942, le gouvernement du Québec décide d'intervenir et de mettre un terme au match en rachetant la ville de Val-Jalbert et toutes ses installations pour la modique somme de 1,5 million de dollars, donc le prix d'un bungalow dans Saint-Henri aujourd'hui. Hein. Le tout à cause de dettes impayées. Fait que tu comprends que les rumeurs, il était peut-être vrai. Ben, c'est que ça, un moment donné, ça finit que Ouais. il manquait d'argent, puis ben, le gouvernement, ben, il en manque plein parce qu'ils ont des dettes à pu finir eux aussi, mais Oui. eux, c'est moins grave. Exactement. Eux s'endettaient, la petite C'est vieille, ça. c'est ça. Fait que l'accès au village est alors interdit à partir de cette date-là, à partir de 1942, à quiconque ne travaillant pas au ministère des Ressources naturelles, parce que c'est le ministère des Ressources naturelles qui ça a acquis reste- le village. Il reste plus grand monde, là. Ouais, c'est ça. Puis là, on y a installé un gardien, même jusqu'en 1960, pour s'assurer que personne pénètre les clôtures Ne de pénétrez Val-Jalbert. pas Mont-Jalbert. Val-Jalbert. Ah, Mont-Jalbert. Mont-Jalbert. Ok, je comprends. Puis ils ont confié finalement le site à l'Office du tourisme en 1960, donc après ça, puis en 1987 à la CEPAC. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme un lieu touristique. C'est pour ça que c'est connu, puis que peut-être ça te disait de quoi, puis que tu savais pas que c'est un village fantôme. Mais c'est ça, c'est comme j'ai entendu déjà le nom, mais sans me dire que je l'ai pas visité, fait que je peux pas, tu sais, je l'avais visité sûrement, je m'en serais rendu compte, là. Mais non, j'en avais déjà entendu le nom, mais je savais pas que ça n'existait plus. Ouais, c'est ça. Deuxième village fantôme, t'as évidemment entendu parler de la crise des années 30 avec le krach boursier et tout le tralala, là. Yep. Eh bien, Saint-Nil, dans le Bas-Saint-Laurent, aurait justement été créé en 1934 pour aider les chômeurs à subvenir à leurs besoins grâce à l'agriculture. Fait que grosso modo, on leur donnait des terres. Le hic, c'est que non seulement c'est pas tous les nouveaux habitants de Saint-Nil qui connaissaient les rudiments de l'agriculture, fait qu'on part déjà avec quelques coches en moins, mais en plus, c'est pas tous les terrains de Saint-Nil qui étaient fertiles. Ah, ben c'est sûr que ça l'aide pas à faire de l'agriculture dans ce temps-là. C'est Hein? ça, là. Fait que peu à Encore peu... une belle gang qui a pas fait ses études, là. Exactement. Fait que peu à peu, les gens ont quitté le village en rouspétant. Ils étaient vraiment en crise après le gouvernement. Et en 1974, soit 40 ans plus tard, c'était l'arrêt de mort de Saint-Nil officiel. Là. Donc, Fait que ça a pas duré longtemps. non, c'est ça, à peine 40 ans. Il est mort jeune, ce petit village. On retourne au Saguenay. Je te fais voyager, là, aujourd'hui. Ben oui, pourquoi on n'est pas resté tantôt? On a fait de la Ben- route pour rien, le gaz est cher. Regarde, on se fait ça en un claquement de doigts, écoute. Ah, ok, c'est bon. Colonisé dès le milieu du 18e siècle, Saint-Jean-Vianney est d'abord un hameau agricole, fait qu'encore, t'es des champs, là, et c'est devenu un village indépendant dans les années 50. C'est pas un déclin de l'activité économique qui a eu raison du village, mais bien un affreux glissement de terrain qui s'est produit dans la nuit du 4 au 5 mai 1971 vers 22h50, détruisant une quarantaine de maisons et faisant pas moins de 31 morts. Ah, quand même. Ouais. Ironiquement, il y a quelques vies qui ont été épargnées grâce aux Canadiens de Montréal qui disputaient un match des séries contre les Blackhawks de Chicago. En effet, les personnes qui étaient encore debout à regarder le match, ben, ils ont pu échapper à la tragédie parce que le réseau électrique a été touché d'emblée, plongeant le village dans l'obscurité. Puis comment faire en sorte que des partisans fâchés de manquer les dernières minutes du match sortent de chez eux? Ben, leur couper l'électricité tout simplement, hein. Fait qu'au final, le glissement de terrain, il a créé un cratère de 32 hectares qui pouvait atteindre jusqu'à 100 pieds de profondeur et en moyenne 50 pieds. Ok, c'est pas un petit glissement de terrain, Non, ça, là. non, là. fait que je te dirais qu'il a pas fallu 3 semaines pour que le village soit condamné et gagne le statut de zone sinistrée. Ouais, ça valait pas la peine, là. Ouais, malheureusement, c'est une tragédie, évidemment, qui a marqué le Saguenay, là. Tu tapes Saint-Jean-Vianney, c'est la première affaire qui sort, là, sur Google.
Transportons-nous maintenant en Montérégie, plus précisément à Rivière-la-Guerre, où, oui, c'est Ça vraiment... s'est fait la guerre! Là, ça s'est fait la guerre. Non, même pas, écoute. En 1820, il y a des colons écossais qui sont venus s'établir. École, magasin, église, presbytère, cordonnier, tout y sera pour créer un village durable dans le temps. Sauf que non, le village n'aura existé qu'à peine 30 ans. En fait, la construction du canal Beauharnois aux portes de Rivière-la-Guerre a causé d'immenses crues et inondé le village. Et pour en rajouter une couche, les nouveaux modèles de bateaux à vapeur de l'époque, ils étaient plus en mesure de se rendre au village pour le ravitailler. Fait que résultat, ben tout le monde est parti et aujourd'hui, il reste plus que des ruines du presbytère, de l'église et du cimetière et apparemment que l'endroit est hanté. Ah, ben oui, c'est une ville fantôme. Ouais. Faut suivre, Hélène. Ben écoute, les autres, ça te disait pas ça. Ah, ok, c'est ça. Ben, Mais genre, j'ai vu des photos pis c'est vraiment creep, là. Mais c'est sûr que c'est comme une église inondée, ça fait peur, là. Ben, c'est des vestiges là, d'un presbytère. Là. C'est pas une église qu'il y a la messe encore. Là, non, je comprends, c'est ça, mais comme... Il y a plus de fenêtres, là. Un presbytère comme décrépit, c'est Ouais, un ouais. peu creepy. Ouais, pis tu sais, des pierres tombales un peu tout croche datant des années 1800, là. Ouais, c'est pas très... C'est pas très ragoûtant, tout ça. Non. Ça va être court pour la suivante. En fait... Mais tu la dernière? Non, Ah, ok. c'est l'avant-dernière. Je sais plus compter. Écoute, au cours du 18e siècle, il y a des familles acadiennes et terre-neuviennes qui se sont établies à Baie-Sainte-Claire pour vivre de la pêche. Le problème, c'est que le village, il est situé sur l'île d'Anticosti. Ah oui, non, effectivement, fait ça que peut tu rester comprends, longtemps. c'est difficile d'accès et les bateaux peuvent pas toujours accoster. Donc en 1900... Anticosté. Anticosti, oui. Donc en 1900, on construit un autre village, toujours sur l'île d'Anticosti, parce que pourquoi pas régler un problème par le même problème, hein? Ben oui, c'est ça, tu sais, l'île est vraiment plus proche, celle-là. Là, oui, c'est ça. Mais semblerait-il que cet endroit est plus accessible par bateau. Okay. Fait que tant mieux. Il s'agit de Bay Ellis, qui a depuis changé de nom pour Port-Meunier et compte aujourd'hui 199 habitants selon Wikipédia, alors que l'île au complet compterait genre 218 personnes. Fait qu'autrement dit, l'île d'Anticosti, c'est l'Islande du Québec et Port-Meunier, c'est sa capitale Reykjavik. Grosso modo. Faut connaître sa géo pour apprécier ce... Ben, écoute, pour faire simple, genre 90% de la population islandaise habite à Reykjavik, qui est la capitale. OK. Fait que, puis il y a plus de moutons que d'habitants en Islande aussi. Fun fact que je ne sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. Je ne sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. Bon, le dernier... Et non le moindre. Et non le moindre, c'est pas exactement une ville fantôme. Ben là... Mais... C'était ton top 5, t'as même pas pris une vraie ville fantôme. Non, mais j'ai décidé que c'était une ville fantôme parce qu'attends, là... Pas Berthierville? Non. OK. Je pensais que t'allais juste m'insulter tout le long. Non. Je l'ai sélectionné parce que il y a plus de mots dans le nom du village que d'habitants. Est-ce que tu sais de quel endroit je parle? Non. De Saint-Louis de Gonzague du Cap-Tourmente. Ah, ben, vois-tu, je l'aurais pas deviné, je connais pas ça. Écoute, selon le recensement 2017, il y aurait 2 habitants. Aucune idée s'ils habitent ensemble. Oui, c'est ça. Louis et Gonzague. Aucune idée s'ils habitent ensemble ou non. Les statistiques ne nous le disent pas, malheureusement. Mais la municipalité a été fondée en 1917 et comptait alors 6 fermes. Puis en 1969, les terres ont été cédées au gouvernement du Canada qui les a intégrées dans la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente et au gouvernement du Québec pour protéger certains sites patrimoniaux. Fait que c'est comme rendu un quartier slash un parc de comme Saint-Joachim, je pense. Ok, fait qu'il n'y a pas comme le maire de cette ville-là. Non, c'est ça, il n'y a pas de conseil municipal pis tout. Fait ils sont deux pis ils doivent voter pour trouver le maire. Non, non. Il y en a évidemment plein d'autres, des villages fantômes et des villes fantômes, que ce soit au Québec ou dans le monde. Mais je pense que nos auditeurs, ils ont mieux à faire que de m'entendre parler de tous ces beaux projets de villes québécoises qui n'ont pas fonctionné, comme aller chanter du Dédé Fortin autour d'un feu de camp, que ce soit rue principale, tassez-vous de là ou autre. Mais avant... J'aimerais ça t'entendre, toi. Ouais, c'est ça, faut pas qu'ils s'en aillent tout de suite chanter, ben là, faut qu'ils m'écoutent un peu, là. Enfin, j'ai de quoi d'intéressant aujourd'hui, parce qu'après avoir passé les 2 derniers épisodes à parler de biologie, j'avais envie de revenir aux 2 autres choses que j'aime le plus parler dans le podcast, c'est-à-dire d'histoire et de guerre, parce que quand je regarde les épisodes, finalement, c'est tout le temps de ça que je parle. Ça, puis d'animaux aussi. Oui, d'animaux. Beaucoup d'animaux, puis de guerre. Sans surprise, aujourd'hui, je parle de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Ces moments terribles, mais remplis de récits fascinants.
Et ma foi, aujourd'hui, je suis tombé sur mon histoire préférée de l'époque après. Les pigeons photographes, parce que quand même, ils sont durs à topper, ceux-là. Aujourd'hui, ben, encore une fois, j'ai vu le titre d'un article sur le sujet, puis je savais qu'il fallait que j'en parle. C'est l'histoire du Fake Paris, a.k.a. la fois que l'état-major français a décidé que la solution à ses problèmes, c'était de fabriquer une copie de sa capitale pour leurrer les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Puis les Allemands n'y ont vu que du feu? Oui, apparemment, mais tu vas comprendre, là, Et quand que je vais avoir... tabarnouche, Il faut du contexte pour comprendre, parce que... c'est pas les Apple Strudel les plus réchauffés, mettons. Non, mais tu vas comprendre que finalement, ils sont pas si idiots que ça non plus, puis que le plan est quand même ingénieux à la base. Donc, premièrement, il faut se rappeler que la Première Guerre mondiale, ça a beau avoir impliqué une couple de pays. Le gros de cette affaire-là, ça s'est passé en France. Oui. Puis, on a pu observer, là, les premières guerres de tranchées dont j'ai parlé pendant notre 7e épisode, notre épisode de Noël. L'objectif des Allemands en France, c'était pas juste de creuser des petits trous pour le fun, hein, c'était de se rendre à Paris pour capturer la ville. Ouais. La logique, c'était si on réussit à prendre la capitale puis qu'elle tombe, la France va tomber aussi. Assez straightforward. Tomber dans l'obscurité parce que Paris, c'est la ville lumière. Oh, j'aime ça. Mais oui, exactement. Fait que là, ça aurait pu devenir la grande noirceur, Et mais mon française, au lieu d'être le Québec. On leur souhaite pas ça. Non, c'est ça. Fait qu'un plan assez straightforward pour les Allemands, mais plutôt logique. T'sais, prendre la ville, ça règle le cas. Par contre, c'était pas juste les hommes dans les tranchées qui attaquaient Paris. Ouais. La Première Guerre mondiale, mais c'est aussi la première fois où on a assisté à des combats aériens. Puis qui dit avion, dit aussi bombardement. Oui! Fait que là, à ce moment-là, on a marqué la fin des combats entre deux hommes qui se regardent dans les yeux avant de décider si la vie de l'autre vaut vraiment l'honneur de son pays. Bienvenue plutôt dans le monde où lancer une bombe sur un bâtiment tout petit en bas sans façon de vérifier si tu ne vas pas toucher des civils qui ont jamais rien demandé. Tu sais, le début d'une belle ère pour l'humanité. Et ça continue. Malheureusement, oui. Tout ça pour dire que si Paris était l'objectif des Allemands, on commence à bombarder Paris, hein, veux pas. Les premiers obus à tomber sur la capitale française ont été lancés très exactement 80 ans avant mon anniversaire, le 30 août 1914. Merci pour ce beau cadeau, les Allemands. C'est-tu un message subliminal pour qu'on te souhaite bonne fête? Ouais. Ok. Souhaitez-moi bonne fête. Par chance, au moins à l'époque, on parle quand même de plus petites bombes que ce qui existe aujourd'hui puis qui peut faire sauter des villes au complet comme Nagasaki. Il s'agissait de bombes d'environ 2 kilos. Ça faisait quand même des gros cratères, donc de quelques mètres de large profond, mais ça restait quand même difficile de faire des victimes ou des gros dommages. L'objectif des bombardements, c'était plutôt de démoraliser puis d'apeurer les Français. Mais oui, du bon vieux terrorisme. Malheureusement, pour les Allemands, par contre, ils ont pas décidé de faire ça au bon peuple parce que on parle des Français. Oui. Les Français sont déjà habitués à détruire leurs propres bâtiments pendant leur révolution, fait qu'ils n'ont pas peur de ça, des bâtiments détruits. On a bien des défauts, les Français, mais le pire, c'est que on se fait à nous-mêmes ce qu'on reproche aux autres. Exact. Fait que c'est pas des trous de 3-4 mètres de large qui vont leur faire peur. Selon certaines sources, les Parisiens étaient plutôt curieux du phénomène de bombardement, puis vivaient leur vie paisiblement près des cratères, puis pouvaient même être aperçus sur la butte de Montmartre avec des longues vues pour essayer de voir les obus arriver. Moi, j'imagine juste genre des Parisiens qui sont comme « Ah! Il pleut des obus, tu sais, genre, ils tirent la langue pour voir, comme quand on veut boire de la pluie, là, entre guillemets, là. Moi, l'image... juste l'obus qui arrive dans la gueule. Moi, l'image que j'avais, c'était plus genre comme ça, avec les chaises de camping puis les longues vues, comme s'ils regardaient les feux de l'Auto-Québec, genre. Oh my god. Ouais, c'est exactement ça. Mais bon, fait que c'est ça, les Français n'avaient pas trop peur. Cette semaine, l'Allemagne. Exact, c'est ça. Ceci étant dit, c'est pas resté calme et plaisant dans la capitale tout au long de la guerre. Les bombardements ont continué tout au long, devenant de plus en plus intenses. Ça a passé par des zeppelins qui, à partir de 1915, bombardaient en plus grande quantité, puis par des bombardiers biplans, bimoteurs de type Gotthard, pour les gens qui sont fans d'avions. Je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais voilà, les Gotthard. Puis ces avions-là... Oui, je te suis. C'est ça. Qui pouvaient charger jusqu'à 1 tonne de bombes. Fait que ça en fait pas mal que tu peux dropper d'un seul même avion. Hey, ça fait des soubresauts anti-pépère, ça. Oui, c'est ça. En 1918, c'était rendu tellement plus violent et insistant. On a compté au total 33 raids aériens sur la région parisienne seulement. Puis ça serait pas moins de 11 680 kilos de bombes qui auraient été larguées, faisant 787 morts simplement par les bombardements.
Donc, le moment du divertissement est alors pas mal fini, puis l'état-major ne trouvait pas ça trop ouf que sa population se fasse bombarder de la sorte. Il y avait bien entendu des dispositifs antiaériens à l'époque pour contrer ces bombardements-là, mais il était plus efficace de jour. De nuit, à ce moment-là dans l'histoire, la technologie n'était pas assez bonne. Ouais. Donc, les Allemands ont tout simplement commencé à attaquer en pleine nuit, puis les dispositifs antiaériens ne pouvaient plus rien faire. Donc, c'est en cherchant une solution alternative que le secrétaire d'État de l'aéronautique puis la direction de la lutte antiaérienne ont eu une idée. Si on ne peut pas éviter les tirs à nuit, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils tirent ailleurs? Ben, c'est en créant une autre cible. Ben oui, pourquoi pas? Donc, l'objectif, c'était de recréer Paris pour berner les aviateurs nocturnes. Bien entendu, là, le plan, c'était pas de créer une copie parfaite et habitable de la ville, mais simplement un trompe-l'œil qui ferait qu'un aviateur allemand sans son GPS qui croit qu'il bombarde l'Arc de Triomphe alors qu'il bombarde plutôt 3 gros blocs de ciment laid. Mais c'était-tu en France, cette fausse ville-là? Oui, tu vas voir. OK. Le plan jouait aussi sur 2 niveaux. Bien entendu, il était possible que les Allemands finissent par se rendre compte le lendemain qu'ils n'avaient pas tiré à la bonne place, qu'ils avaient juste tiré un endroit random et qu'ils se sont fait leurrer. Mais le plan, c'était aussi de jouer dans la tête des Allemands puis de dire « Est-ce que j'ai vu la bonne affaire? Puis la prochaine fois qu'ils vont retourner, est-ce que je bombarde la bonne chose? » Fait que c'est une guerre psychologique. En plus, je vais citer le lieutenant-colonel Vautier qui a participé à cette guerre-là, qui disait... Jean-Philippe Vautier? Oui, c'est ça, exactement. Il est plus vieux qu'on pense. Quand apparaîtra à ses yeux un objectif dont le pilote reconnaîtra la forme, il n'aura pas toujours une liberté d'esprit suffisante, ni même les éléments de jugement indispensables pour démêler le vrai du faux. Connaissant l'existence de faux objectifs, il aura tendance à se demander, même pour les vrais, est-ce un faux? Ce doute jeté dans les esprits de l'attaque est déjà un résultat appréciable. Eh ben. Donc, même si finalement leur plan était moyen, il allait quand même pouvoir se faufiler. Ceci étant dit, comment que ça a été fait, ce plan-là, pour que ce soit un peu réaliste, ben, il faut savoir de base que la ville de Paris avait déjà un couvre-feu à l'époque pour que les aviateurs aient plus de difficultés à trouver la ville. Le mot couvre-feu voulant ici non seulement dire que tu es chez vous à faire des recettes de pain de Ricardo en écoutant Netflix, mais littéralement d'éteindre les lumières, donc les feux, pour qu'on puisse pas bien voir la ville de nuit. Parce que on s'entend, ben, c'est par les lumières de la ville que tu, entre autres, ou les rivières. Fait que la tour Eiffel, elle était pas allumée, là, à ce Elle n'était pas encore allumée à cette époque-là. D'ailleurs, la personne qui a allumé la tour Eiffel pour la première fois a travaillé sur ce projet de la Première Guerre mondiale. Mais voyons! Et c'est grâce à ce projet-là qu'il y a eu le contrat d'illuminer la tour Eiffel. Fait que voilà, on en apprend tous les jours. Hey, tout est dans tout. Tout est dans tout. Ceci étant dit, il suffirait donc d'avoir quelques petites lumières allumées dans la fausse capitale pour faire croire aux Allemands que quelques Français distraits avaient laissé quelques lumières ouvertes. Donc, en effet, de nuit, les pilotes utilisaient principalement des chemins de fer, des lacs, des rivières, puis des routes pour s'orienter. Il suffisait de recréer ces éléments pour duper un pilote non habitué à la région. Donc, c'est sûr que tu duperas pas un pilote français, mais l'allemand qui n'est pas trop habitué, ça peut marcher. En tout cas, je les prends pas pour m'emmener en vacances parce que... Ouais, mais en pleine nuit, à l'époque, il n'y avait pas de pollution lumineuse comme aujourd'hui. Non, mais crème, moi, si j'ai décidé d'aller à Cuba, je veux pas arriver en Alaska, là. Non, mais ils sont pas si loin, tu vas voir. Le projet de créer une réplique de Paris débute donc par la recherche d'une zone pouvant abriter ce leurre-là. Il faut non seulement trouver une zone inhabitée près de la ville, parce que ben, tu veux pas juste qui bombardent d'autres gens, tu veux vraiment que ce soit inhabité, mais aussi trouver une boucle de la Seine qui est relativement similaire à celle à travers Paris, parce que, ben, on se souvient, elle fait une petite courbe dans la ville, fait que si tu fais une grosse ligne droite de rivière, ben, c'est pas à bonne place, ça. Non, c'est ça. Fait qu'il fallait vraiment qu'ils trouvent une zone... C'est-tu le canal Rideau, ça, calique? C'est ça marche pas. Fait que le plan était de faire 3 zones. Une première, la zone A, serait construite au nord-est de Paris, où se trouve aujourd'hui l'aéroport Charles de Gaulle. Puis cette partie-là recréait la forme de la ville de Saint-Denis, avec certaines usines de la région, puis la gare du Nord et la gare de l'Est. OK. Ensuite, il y avait la zone B, quant à elle, qui représentait le faux Paris en soi. Celle-ci n'aurait pas été alignée au faux Saint-Denis comme Paris l'est avec le vrai. Arrêté plutôt, en fait, près de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, au nord-est, donc vraiment déphasé, parce que ben, cette partie-là de la Seine fait une boucle un peu plus semblable. Les reproductions ici auraient été beaucoup plus élaborées que dans la zone A, parce qu'on avait comme plan de reproduire le chemin de fer de la Petite Ceinture, ainsi que le Champ de Mars, les Champs-Élysées, le Trocadéro, la place de l'Étoile, la place de l'Opéra, ainsi que 4 gares de train. Quand même un gros plan de reproduction.
Tabarnouche, mais ils en ont-tu fait un parc touristique après, là? Tu vas voir, la zone C, elle, aurait été à l'est de la ville, donc un peu en dessous de la zone A, et aurait, elle aussi, représenté de fausses usines, parce que c'était des bons trucs à bombarder, des usines, parce que c'est ça qui fabriquait toutes les affaires que tu as besoin en guerre. L'illusion de vie aurait ici été assez ingénieuse parce que le plan, c'était d'avoir des plateaux roulants portant des lampes qui auraient pu être tirées par des chevaux pour former des faux trains avec les lumières puis des reflets. Donc, l'impression que c'est un train qui avance, mais finalement, c'est un cheval qui traîne un petit... Mais fait qu'ils ont bombardé des dadas? Ah, tu vas voir. Tu comprendras par contre, Hélène, par mon utilisation du conditionnel depuis tout à l'heure, que ce merveilleux plan, ben, il s'est pas réalisé nécessairement comme prévu. En fait, ce plan ambitieux n'a jamais été complété. Tout simplement parce que la guerre, ben, elle s'est terminée avant la fin de la construction de ce faux Paris. Donc, ça laisse pas grand monde à berner, mettons, dans ce cas-là. Il y a juste la fausse gare de l'Est de la zone A qui a pu être achevée avant l'armistice de novembre. Celle-ci a été construite en septembre 1918, fait qu'un gros 2 mois. Elle était composée de toiles peintes, tendues et translucides, imitant des toits de verre sales d'usine avec des lumières en dessous pour les éclairer. Tout ceci a malheureusement été démoli au début des années 1920. Donc, c'est pas possible d'observer ces installations de nos jours. Il existe par contre une photo de toile installée qui était supposée pour donner une illusion de train en marche. Je ne vois pas trop l'illusion avec la photo, mais on pourrait la mettre sur notre Instagram. Donc, tous ces efforts pour pas grand-chose finalement. Ce faux Paris n'aura pas existé. Tu dis que ça a été détruit en 1920? Oui. Fait que ça a duré à peine 2 ans. Ben, je veux dire, tu avais des toiles qui traînaient un peu. Ouais, c'était même pas des vraies constructions, c'était des bouts de bois avec des toiles que juste de nuit, tu vois vite, tu fais comme « Hey, il y a quelque chose là », puis tu bombardes. Mais par contre, cette bonne réflexion mentale n'aura pas servi à rien parce qu'en fait, bien que le projet de Paris en toile n'ait pas eu la chance d'exister dans toute sa splendeur explosive, il aura permis à un projet semblable d'exister en Angleterre. Ah, ok. Parce que oui, il y a eu une autre guerre mondiale après la première. Sérieux? Ouais. Puis en fait, il fallait encore une fois jouer des petits tours à ces coquins allemands. Donc, des sites inspirés de l'idée française, nommés sites Starfish, ont été construits pour déjouer les avions ennemis. Pourquoi le nom Starfish, me demanderas-tu? Pourquoi le nom Starfish, te demanderais-je? Ben, en fait, c'était originellement appelé des sites Special Fire, qui ont été abrégés en SF. Puis l'un des premiers sites qui a été construit près de Bristol avait comme surnom le site Starfish, pour reprendre les lettres S et F. Puis finalement, le nom a été spreadé comme Starfish. Fait il y avait un autre nom, puis finalement, on l'appelle ça comme le site le plus connu. Ça aurait pu être sans filtre, mais... Ben non. En même temps, il est anglais. Non, mais en même temps, il y avait beaucoup de filtres, là, vu que c'était une fausse ville. Oui. Mais c'était pas nécessairement des fausses villes, c'était des sites pour le ré. Je t'explique ça. En fait, bien que ceux-ci aient varié en grosseur, il y a eu 237 sites de l'heure protégeant 81 villes à travers l'Angleterre. La règle pour la construction de ceux-ci était qu'ils soient à 4 milles de la ville qu'ils protégeaient, puis à 1 mille de tout campement allié. Donc, j'imagine que ceci, c'était pour assurer, encore une fois, la protection des gens et s'assurer qu'ils ne se rendent pas trop compte du subterfuge en voyant juste la ville à côté. Enfin, voyons, c'est à côté, je vais bombarder là. Il fallait qu'il y ait une certaine distance minimale pour qu'il soit construit. Mais je pense que t'es le seul Québécois qui parle en mille. C'est parce que sinon, c'était de dire genre 5,4 km, puis j'aimais moins ça. Fait que c'est ça. Mais je voulais juste mentionner que t'es non, je sais. qui parle en mille. Ça a été une grosse réflexion à savoir si je le disais en mille ou pas. Parce sinon, tu aurais dit, c'est beaucoup précis. Ce que tu dis, William. Non, j'aurais rien dit, j'aurais fait wow, c'est intelligent. Un homme précis. Donc, le truc utilisé par les Anglais, c'était pas de recréer des sites historiques tels que le plan parisien super compliqué, mais d'aller bien plus simple. Les nouveaux sites, venus tout droit de l'esprit du colonel John Turner, étaient initialement tout simplement des lignes de lumière au sol pour simuler un aérodrome de nuit. Fait que tu sais, sur le bord de chaque aérodrome, t'as des lumières pour guider, mais lui a juste planté des lumières, fait que pas de bâtiment tout le tralala, juste des lumières que les avions pourraient voir, faire comme « Hey, je vais bombarder là si je veux détruire des avions anglais ». Ces sites-là, par contre, se sont pas limités à juste des lignes de lumière. Quand même, ça a évolué par la suite. Puis, en fait, son idée était supérieure à l'idée française parce qu'il a décidé d'ajouter du feu sur ces sites. Oui, du vrai feu.
Fait que pas des couvre-feux. Non, pas des couvre-feux, mais des vraies flammes. Le fonctionnement, c'était d'installer des sortes de paniers contenant du créosote et de l'eau à travers le site, puis de stationner quelqu'un dans un bunker près de là, avec, dans le fond, un dispositif pour les allumer à distance. Donc, c'était avec fil. Puis, du coup, quand il y avait un bombardement à proximité, le soldat, en place, il pouvait allumer les paniers, donnant une impression aux autres avions qui allaient passer par la suite que, il avait touché quelque chose parce que, il y avait des choses en feu, fait comme « Hey! » On a réussi à toucher, fait que ça faisait que soit les autres avions allaient bombarder sur ce site-là parce que c'est clairement là qu'il y a quelque chose, ou qu'ils feraient juste comme job done, puis ils s'en allaient chez eux parce qu'ils avaient réussi à faire brûler de quoi, mais finalement c'était juste des paniers en feu près de la ville. Eh ben. Ben ouais. Ils sont intelligents ces Anglais. Ben oui. Ils sont intelligents pour nous copier, nous les Français. En fait. Ah, c'est ça. Mais améliorés. Ouais, mais regarde, on peut pas tout le temps être parfait. Ah, pauvre français. Oui. Les chiffres officiels de ce que ces sites ont pu éviter comme bombardement varient grandement selon les sources, fait que j'ai pas de données fiables là-dessus. J'ai vu certains sites mentionner 730 bombardements qui ont pu être détournés grâce au site Starfish, mais j'ai pas de façon de vérifier ce chiffre-là. Sacrée étoile de mer. Ah ouais. Donc, il faut prendre avec des pincettes, mais on peut facilement s'entendre que ça a sûrement été un plus grand succès que 2 mois de toile en France, mettons. Ouais. Fait que peu importe leur succès, c'était déjà un peu mieux. Donc voilà pour l'histoire du faux pari et du projet Starfish. J'espère que on vous a diverti, puis qu'on vous a éduqué ou qu'on vous a divéduqué. Divéduqué, j'adore ça. C'est ça. Donc, si oui, revenez-nous dans 2 semaines pour notre dernier épisode avant notre petite pause estivale. On vous promet encore du merveilleux contenu futile et agréable pour le prochain épisode. Évidemment. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix, nous donner une bonne note, ainsi que nous suivre sur les réseaux sociaux où on vous partage plein d'autres beaux contenus bonus. Ouais, puis on est présent où, William, sur les réseaux sociaux? Ah, là, faut tous les nommer encore! Facebook, Instagram et TikTok, évidemment. Ouais, on vous met plein de beaux contenus là-dessus. Puis sinon, j'en profite pour vous souhaiter une bonne Saint-Jean en retard, un bon long congé et une bonne fête du Canada. Oh là là, mais ouais, ça, on revient après le Canada. Oui, on revient après la fête du Canada, mais on sera pas là pour la fête du Canada vu qu'on est publié aux 2 semaines. Ah, c'est ça le truc. Fait que, on se dit à dans 2 semaines dans ce cas-là. Ben ouais, à dans 2 semaines. Bye bye. Ciao.